Le grand débat avec Francis Laloupo. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, heure de Paris, et c'est en direct, même aujourd'hui, le 8 mai. Vous participez à l'émission, posez des questions aux invités, nous faites part de vos commentaires. Le numéro de téléphone habituel, le 01 55 07 58 00, depuis la France et de partout ailleurs dans le monde. Tiens, de Lubumbashi, de Kinshasa, de Cotonou, de Los Angeles, de Édimbourg, de Tokyo, ou encore de Montréal, ou encore de Port-au-Prince, le 00 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également intervenir sur notre site africa1.com, rubrique Le Grand Débat. Africa numéro 1, Le Grand Débat. Le Grand Débat aujourd'hui, les entrepreneurs européens et africains à la conquête du marché chinois. Selon les analystes, on l'apprend, la Chine pourrait dès 2014 et non plus en 2019 comme initialement projeté, devenir la première puissance économique mondiale, détrônant ainsi les États-Unis qui dominent l'économie mondiale depuis 1872. Un événement dont la portée historique pourrait bousculer tous les repères actuels et dont on peut encore mesurer les conséquences, on peut pas encore mesurer les conséquences sur la scène internationale. Dans ce contexte, alors que l'on souligne régulièrement les initiatives de la Chine à l'extérieur de son territoire, un nombre grandissant d'entrepreneurs français et africains envisagent de partir à la conquête du marché chinois. Quelles sont les opportunités d'affaires en Chine et en Asie du Sud-Est pour ces entrepreneurs et quelles sont les conditions imposées à ceux qui ambitionnent de pénétrer le marché chinois? Nous en parlons dans cette émission, c'est le débat du jour. L'émission est réalisée par Jérémy Djibis-Boucher, mais avant ça... Le Grand Débat sur Africa numéro 1. Le Grand Débat. Ce n'est pas grave, mon cher Jérémy, parce que j'allais présenter notre débatteur. Vous avez tout à fait raison, parce qu'il n'est pas là. Évidemment, la chaise est vide. Nous recevons tout à l'heure Lucien Pambou, qui est notre débatteur polémiste du jour. Je le présenterai un peu mieux, professeur en sciences économiques, analyste politique. Nous en parlerons tout à l'heure, évidemment. On aura l'occasion, donc, d'ailleurs, de parler avec lui de son dernier ouvrage paru, La mondialisation, une chance pour l'Afrique, avec un point d'interrogation. Quelques nouveaux amis sur facebook.com/le grand débat, Marc Ouessou, Eric Serge, Amilcar Amado, Nicole Alliance, Nini et tous les autres. Salutations très appuyées à notre amie co-débattrice, co-débatteuse si l'on veut, de l'autre côté de l'Atlantique, Madame Sophie Dave. Tout de suite, le débat du jour. Africa numéro 1, Le Grand Débat. Au-delà des clichés, quelle place occupe réellement aujourd'hui la Chine dans les échanges internationaux? Quel est l'impact de la puissance chinoise sur les économies africaines? Et comment pourraient évoluer dans les prochaines années les relations entre l'empire du milieu et le reste du monde, alors que l'on souligne volontiers l'offensive économique chinoise vers l'Afrique et l'Europe? Quelles sont les opportunités d'affaires offertes sur le marché intérieur chinois aux entrepreneurs africains et européens et bien d'autres encore, en tout cas des entrepreneurs non chinois? Réponse avec notre invité, Delali Apedo, responsable adjointe du comité de promotion Chimport en France. Delali Apedo, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir ce soir. C'est un plaisir. Alors commençons par comprendre les objectifs de ce salon Chimport. Ce salon, dans la prochaine édition, se tiendra en septembre prochain à Guangzhou, Canton, en Chine, c'est ça? Exactement. Un salon, dit-on, dédié à l'importation des marques internationales en Chine. Qui sont les acteurs concernés? Est-ce qu'on peut parler d'une rampe de lancement pour les produits européens, notamment, ou africains sur le marché chinois? Alors déjà, merci beaucoup, mais déjà pour faire un peu plus le clair sur la question, est-ce qu'il s'agit d'un salon? Est-ce qu'il s'agit d'un salon ou de quelque chose de beaucoup plus grand, de quelque chose de beaucoup plus inédit? Alors en réalité, ce n'est pas uniquement un salon, c'est tout un événement, une dynamique en fait commerciale, une dynamique marketing qui est vraiment mise en place pour accompagner clé en main tous les entrepreneurs qui sont intéressés par le marché chinois et par le marché asiatique également dans toute son ampleur. Tous les entrepreneurs non chinois, quoi, c'est ça, hein? Voilà, non locaux, africains, non locaux et voilà. Autres. Exactement. Donc c'est toute une dynamique commerciale et marketing qui se tient sur toute une année et au milieu donc de cette dynamique annuelle, il y a un événement phare, un salon qui se tient donc sur plusieurs jours, donc notamment du 23 au 28 septembre, où des entrepreneurs dont on aurait fait la promotion déjà bien avant, auront la joie de pouvoir être présents, faire connaître ce qu'ils font, ce qu'ils ont à vendre et rencontrer, ma foi, des importateurs intéressés par leurs nouveautés, intéressés par ce qu'ils veulent mettre sur leur marché. Voilà. Alors, expliquez-moi, parce qu'en fait, en préparant cette émission, j'ai vu qu'il y avait 2 dates différentes. Alors, le salon Chimport, c'est du 23 au 25. Et là, j'allais parler avec vous d'un événement quand même tout à fait intéressant qui, lui, se tient du 23 au 28 septembre, au même endroit. Et les rencontres professionnelles. Alors justement, tout l'événement se tient du 23 au 28. D'accord. Exactement. Bon. Et on a donc 3 jours sur Guangzhou.
donc à Canton, et 2 autres jours sur Bangkok. Voilà globalement comment ça se passe. Voilà. Donc du 23 au 25, on est en contact donc avec les importateurs et des investisseurs également chinois, sachant que aucune marque chinoise locale ne pourra compétir durant cet événement-là. Ça c'est important à Voilà. souligner. Oui. Voilà, c'est le fait en tout cas. Et également, on continue donc sur Bangkok où on rencontre donc des importateurs issus des 10 pays d'Asie du Sud-Est. D'accord. Voilà, dont également en plus le territoire de Hong Kong. Voilà comment le programme est riche et mis à disposition des entrepreneurs issus tant de la France, de l'Europe que de l'Afrique. Alors cet événement, donc les fameuses rencontres professionnelles, donc avec les importateurs de 12 pays, vous venez de le dire, vise à promouvoir le Made in Africa et le Made in France vers l'Asie. Alors c'est vrai que ce qu'il faut préciser, vous l'avez dit, c'est que pour cet événement, l'Asie intervient essentiellement en position d'acheteuse, hein, ce qui signifie donc qu'aucune marque chinoise ne sera présente. C'est une première, c'est vrai. Qu'est-ce que signifie exactement le Made in Africa et le Made in France? Alors il faut comprendre qu'aujourd'hui sans démagogie aucune, le consommateur chinois veut des marques d'origine. Il ne veut pas de fausses marques. Ah oui, voilà. Oui, venant des Chinois, on peut comprendre. Ah oui, autant qu'à faire, autant avoir de l'original plutôt que de la copie. On veut de l'original. On veut de l'original. Les consommateurs asiatiques, les consommateurs chinois, dont les consommateurs chinois veulent de l'original. Et quand on dit du made in, c'est vraiment pour dire qu'au-delà uniquement de rencontres professionnelles, ce sont surtout aussi les États qui en profiteront quelque part pour montrer ce dont ils sont capables en termes de production. Voilà. Quand des entrepreneurs issus de l'Afrique vont y aller pour présenter, ma foi, des liqueurs spécifiques faites avec des produits locaux de chez eux, c'est également à l'honneur des pays dont ils sont issus. Donc c'est réellement la promotion à la fois des entrepreneurs. Est-ce que c'est juste une exposition ou c'est vraiment du business, quoi? Est-ce qu'il s'agit de vendre ces produits réellement? Alors justement, comme je le disais dès le départ, ce n'est pas une exposition du tout. Au contraire, c'est toute une dynamique marketing et commerciale sur toute une année. Mais de façon concrète, en fait, comment ça va se passer? Nous avons donc déjà aujourd'hui des entreprises qui sont très intéressées par cet événement, issus de l'agroalimentaire, par exemple, ou aussi des cosmétiques. Aujourd'hui, concrètement, la promotion commence déjà auprès des importateurs qui vont être là et qui vont les rencontrer sur place à Guangzhou et également sur Bangkok, qui sont en fait 2 endroits qui vont servir de hub, d'accord, de lieu de ralliement pour tous ces importateurs. Et pendant qu'on fait cette dynamique marketing et de promotion, il y a également un site internet qu'on met en place en chinois, en langue chinoise, donc dédié aux marques et aux produits des vendeurs, des entrepreneurs qui viendront. Mais c'est la Chine qui accueille la manifestation. Est-ce que c'est la Chine qui en même temps sponsorise ou finance la manifestation? Alors, il faut savoir que la Chine ne va pas financer la manifestation, mais la manifestation est réellement d'abord issue d'une dynamique privée. D'accord, donc c'est un réseau d'entreprises dont à la tête donc Monsieur Stephen Hu, nous faisons partie de son équipe. Monsieur Stephen Hu qui est d'Aube Future International Group. Qui est chinois. Qui est chinois et qui en effet, donc cette équipe-là dont nous faisons partie, est en effet entourée et soutenue par le gouvernement. De toute façon, rien ne se fait sans l'aval du gouvernement. Il faut savoir quand même que le lieu où va se passer l'événement à Guangzhou est accordé quand même par la ville de Guangzhou. Alors pour bien comprendre, alors en fond, voilà, donc une initiative privée qui est effectivement, je dirais, soutenue par le gouvernement chinois, forcément, qui se tient donc en Chine. Est-ce que c'est une manière pour la Chine de dire, écoutez, montrez-nous ce dont vous êtes capable, montrez-nous ce que vous produisez, nous sommes prêts à acheter vos produits. C'est quand même rare qu'un pays comme ça, je veux dire, s'ouvre à la consommation de produits extérieurs. Alors, on est dans une phase en effet où la Chine a décidé de mettre en avant sa capacité en termes de consommation. C'est vrai que c'est ça répond en fait à toute une dynamique politique en effet qui a été mise en place d'ici donc l'année prochaine 2015
quand même, la classe moyenne aura augmenté et même, c'est la décision du pouvoir en place d'augmenter son pouvoir d'achat quand même de 13%, ce qui n'est pas rien. On sait également que le fait, du coup, d'augmenter ce pouvoir d'achat va dynamiser la consommation et c'est en effet une politique volontaire de la Chine d'entrer dans ces dynamiques-là. Il faut quand même, de façon générale, il faut quand même réaliser que la Chine a par exemple importé à peu près 2000 milliards, d'accord, de biens en importation totale versus uniquement, on va dire 1900, on va dire 1900 à peu près 1900 milliards d'exportation. Donc elle importe quand même plus qu'elle n'exporte. D'accord. Alors on verra justement tout à l'heure quels sont les produits que la Chine importe et comment apprécier les habitudes de consommation des Chinois aujourd'hui. Je dois préciser que la première édition de ces rencontres en 2013 avait rassemblé 47 pays, vous confirmez? Exactement. Et les grands absents étaient justement la France et le continent africain. Comment expliquer cette timidité, je dirais, ou ce manque d'initiative des entrepreneurs français et africains vis-à-vis de la Chine? La Chine fait peur? Alors, est-ce que la Chine fait peur ou est-ce qu'il y a un manque d'information? La Chine semble très lointaine, peut-être. Voilà, il y a, on va dire, l'image qu'on s'en fait et finalement la nécessité finalement d'un événement comme celui-ci qui amène plutôt les entrepreneurs à avancer un peu clé en main, à ne pas se sentir non plus perdus parce que c'est une culture différente. C'est une culture différente, ce sont des us et des coutumes différentes et quelque part on a besoin d'être rassuré. Oui. Donc voilà. Et vous, votre rôle à vous, c'est de rassurer, par exemple? C'est non seulement de rassurer, mais bien plus que ça, c'est de faciliter les échanges commerciaux et de faciliter carrément les partenariats. Je veux bien comprendre juste comment vous fonctionnez vous, parce que vous êtes responsable adjointe du comité de promotion de cette manifestation Chine-Port, responsable en France en tout cas. Vous faites une sorte de go-between comme ça entre la France par exemple et les Chinois, entre les entrepreneurs non chinois et ceux de la Chine. Est-ce que vous arrivez pas parfois de privilégier les intérêts des uns par rapport aux dépens de ceux des autres? Alors, par rapport à cet événement, ce qui est intéressant, c'est que on est véritablement face à une Asie qui veut acheter. Donc c'est difficile quelque part de privilégier plus les intérêts des uns que des autres parce qu'on est réellement dans une dynamique de rencontre. Moi je veux uniquement acheter, toi tu veux vendre, sauf que en effet la barre est placée à un niveau précis. On veut acheter de l'original, on veut acheter du haut de gamme et également du luxe et on veut acheter, ma foi, des produits qui rendent de vous une image plutôt honorable de votre part pour que on ait réellement des échanges à long terme. Donc ça c'est. Donc il s'agit pas seulement de vendre, enfin d'envoyer des conteneurs de produits comme ça de manière indifférenciée. Il s'agit également de faire la promotion de ces produits-là. C'est-à-dire qu'en fait il y a une exigence par rapport, je veux dire, à la marque, au produit lui-même en tant que tel. Donc il y a une sélection qui est faite en réalité. Voilà, il y a une sélection par la matière. Oui. Delali Apedo, vous êtes avec nous jusqu'à 19h. Vous êtes notre invité. C'est un plaisir. Vous parlez chinois forcément, Je parle plus anglais. Vous parlez plus anglais, d'accord. Décidément, l'anglais est une langue universelle, même les Chinois. Avec les Chinois, c'est beaucoup plus simple. Nous avons été rejoints par Lucien Pambou. Bonsoir Lucien. Bonsoir Francis. Merci d'être avec nous. Lucien Pambou, professeur en sciences économiques, analyste politique. Et votre prochain ouvrage à paraître, mon cher Lucien, La mondialisation, une chance pour l'Afrique, avec un point d'interrogation. Sous-titre, Les Afriques noires d'Afrique francophone, de l'Ouest et du Centre. Sujet d'hier, acteur de demain, sans édition L'Harmattan. C'est votre prochain ouvrage. Il est déjà paru. Il est déjà paru, mon Dieu. Oui, il est déjà paru. Il est sur tous les sites et dans toutes les librairies. Vous l'avez privé parce que vous m'avez juste envoyé la jaquette. Alors, oui, c'est toute la jaquette, mais il est déjà paru, Francis. Donc, dernier ouvrage paru, donc, de Lucien Pambou. On va marquer une pause pour la publicité. Retour du grand débat. Dans 2 minutes, on continuera à discuter, à débattre de ces enjeux, pour ces entrepreneurs européens et africains qui vont à la conquête du marché chinois, avec notre invité Delali Apedo, responsable adjointe du comité de promotion Chine-Port en France. Restez avec nous, ne partez pas. De 18h jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Les entrepreneurs européens et africains à la conquête du marché chinois. Nous en parlons avec Delali Apedo, responsable adjointe du comité de promotion Chine-Port en France, et notre débatteur polémiste Lucien Pambou. Alors, Delali Apedo, c'est vrai que on parle souvent, depuis quelques années, de l'offensive chinoise, les pays européens et africains notamment. Comment on peut mesurer aujourd'hui, vous le savez certainement, les actions des entrepreneurs européens et africains, pour ne parler que de ceux-là, en tout cas des non-asiatiques, en tout cas, sur le marché chinois? Est-ce qu'on peut mesurer déjà l'impact, disons, de
des initiatives prises par ces entrepreneurs sur le marché chinois? Alors aujourd'hui, on n'a pas encore de chiffres, on va dire spécifiques à cette population en termes d'entrepreneurs, mais on a plus des chiffres globaux. Un peu comme je vous ai donné tout à l'heure, on se rend compte en effet que la Chine importe plus qu'elle n'exporte. 2000 milliards d'importations, ce n'est quand même pas rien sur une année. Quand on se rend compte aussi également que de façon générale, la Chine à elle seule importe 2000 milliards, pendant que les 10 pays d'Asie du Sud-Est importent ensemble 1300 milliards environ. D'accord. Donc le marché chinois n'est pas fermé en fait aux produits extérieurs, c'est ça? Complètement. Voilà. Alors, lors de la précédente édition de cette manifestation, dont vous faites la promotion, il y avait, j'ai remarqué dans les documents que j'ai reçus, de fortes délégations chinoises. Il y a plus de Chinois, j'ai l'impression, que d'Européens, par exemple. J'ai l'impression que alors ça m'amenait à penser que c'est peut-être, cette manifestation qui s'adapte à la demande chinoise. Et à l'inverse, les Chinois ne font pas d'études de marché, en tout cas avant de déverser leurs produits, généralement en Afrique et dans les pays européens. Et on a l'impression que vous avez comme ça une sorte d'obligation comme ça d'étudier le marché chinois, de vous y adapter forcément. En fait, c'est les Chinois qui imposent leurs normes, en fait. Est-ce qu'on est réellement en train de parler de la même chose? Là, on est en train de dire quelqu'un veut acheter et a un besoin. Tout simplement, il exprime son besoin. Oui. Là non plus, il n'y a pas eu vraiment d'étude de marché de fait, puisque c'est plutôt le demandeur qui, pour une fois, fait la démarche vers tous ceux qui voudraient bien lui vendre quoi que ce soit. Avec ses exigences et ses normes. Ce qui est un peu normal. Habituellement, quand on a un besoin et qu'on arrive à l'exprimer, quelque part, on fait gagner du temps. En fait, quand les Chinois envoient leurs produits en Afrique, par exemple, ils ne vendent pas la vie non plus des consommateurs africains. Alors, est-ce qu'ils ne demandent pas l'avis? Parce que quand ils envoient, il faut bien qu'ils aient un acheteur en face. Oui. Ils envoient même des produits qui existent déjà dans le pays, ce qui évidemment provoque la colère des petits commerçants locaux en Afrique. Oui, mais en face, ils ont quand même d'abord trouvé un acheteur. D'accord. Oui. Habituellement, un vendeur est obligé d'avoir en face quelqu'un qui veut bien acheter. Malheureusement, il n'y a pas d'association de consommateurs africains, donc on ne demande pas leur avis. Alors, il n'y a pas d'association de consommateurs africains, on ne demande pas leur avis. Mais est-ce que là, on est dans un débat où c'est parce que forcément on a d'abord demandé l'avis des Chinois qu'on va leur vendre du haut de gamme, ou est-ce que c'est plutôt les Chinois qui facilitent la tâche aux éventuels entrepreneurs pour leur dire, écoutez, nous on veut bien acheter si vous avez des produits finalement dont nous avons besoin. En même temps, on peut comprendre aussi que le reste du monde court après cette Chine qui devient première puissance mondiale en 2014. Voilà, c'est quand même elle qui impose un peu la loi aujourd'hui. Si on veut. Oui, si on peut dire ça. C'est une question de rapport de force quand même. On peut dire ça. Rapport de force. Non, moi je crois que c'est plus tout simplement un rendez-vous réellement du donnant-donnant, vous voulez dire? Non, mais de demande et d'offre. Oui. Point barre. C'est pas vraiment des rapports de force. Si on se place uniquement du point de vue de cet événement-là, c'est plus après les questions maintenant qui sont sous-jacentes sur les investissements. De façon globale de l'Asie vers l'Afrique, là oui, peut-être il y a ce genre de rapport, mais dans le sens du je veux vendre, est-ce que toi tu veux acheter par rapport à tes besoins à toi, c'est plus un rendez-vous de l'offre et de la demande que un rendez-vous, on va dire qu'une question de rapport de force. Alors parlons de l'offre. Ce sont deux choses différentes. Alors quand on sait que le pouvoir d'achat en Chine est encore inégalement réparti, parce que bon, on parle de première puissance mondiale, mais enfin on parlera tout à l'heure, on verra que les statistiques c'est une chose, mais enfin la réalité est autre, parce que un Chinois aujourd'hui, un Chinois disons moyen, n'achète pas des produits high-tech au même prix par exemple qu'un consommateur américain. Donc de ce point de vue-là, le pouvoir d'achat américain est toujours plus important que le pouvoir d'achat chinois. Alors, il faut dire que la consommation des biens importés semble souvent réservée en Chine à la frange la plus aisée de la population de manière générale. Il y a comme ça une sorte de nouvelle bourgeoisie financière comme ça en Chine. D'ailleurs, en Europe, ce sont plutôt les produits de luxe qui sont proposés au marché chinois. À vous écouter, ça se confirme un peu. Alors, est-ce que cette stratégie ne risque pas de limiter les initiatives des entrepreneurs européens et africains sur le marché chinois? Merci beaucoup pour cette question, elle est vraiment la bienvenue. C'est pour ça que je vous remercie. On insiste sur le fait qu'on veut pour cet événement-là du haut de gamme et du luxe.
ce n'est pas uniquement du luxe, mais c'est du haut de gamme et du luxe, sachant justement qu'on prend en compte de la classe moyenne finalement à la classe aisée. Donc on prend en compte en effet les différences de classe, les différences de besoins et donc de pouvoir d'achat. Maintenant, est-ce que quand on parle de haut de gamme, de quoi est-ce qu'on veut réellement parler? On veut parler de produits d'excellence, c'est vrai, et on veut surtout aussi parler de produits de qualité, de produits qui ont une certaine traçabilité et qui répondent finalement à certaines exigences en termes de manufacture et de production, tout simplement, d'accord, pour justement faire le pendant avec les produits, on va dire les pâles copies, quoi. Voilà. Pour une fois, les consommateurs. Alors justement, cette manifestation dont on évoquait tout à l'heure, qui est à l'intérieur de la grande manifestation, c'est-à-dire cette rencontre professionnelle, initiée d'ailleurs par des femmes de la diaspora, pour ce Made in Africa. Pour le Made in Africa également, c'est des secteurs qui sont concernés tels que l'agroalimentaire, la viticulture, la puériculture, le mode design, les produits cosmétiques, la santé, le high-tech et tout ça évidemment haut de gamme et produits de luxe. Là aussi, il y a une sorte comme ça de privilèges accordés en tout cas aux produits de luxe. J'ai envie de vous demander, quand on parle de Made in Africa, quels sont les produits de luxe Made in Africa? Très bonne question. Alors aujourd'hui, pour ce qui est du Made in Africa, est-ce que l'on est uniquement sur du luxe? Non, on est sur du haut de gamme et du luxe. Sur le luxe, on va dire que l'Afrique est pas mal avancée. Il y a des pays, en tout cas très très bien avancés sur la mode, le design, qui sont très bien avancés côté luxe. Je n'ai pas envie de les citer ici, la question ne se pose pas, mais ils existent. Et sur le haut de gamme, on a de très bons produits également en agroalimentaire. Oui. Des très bons produits de transformation. On a des liqueurs à base de vin de palme, très 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 prisés, des innovations. L'Afrique innove beaucoup et c'est important de le faire savoir au monde. Des innovations du côté de ces liqueurs là qui pendant des années on a été incapable de les conditionner, incapable de les mettre en vente. Et aujourd'hui, des entrepreneurs africains se sont levés, ont investi dans le conditionnement de ce genre de produits. Pour les rendre quelque part internationalisables. Et ce sont des choses qui se font et qu'on est fier quelque part de pouvoir montrer. Nous, dans cette dynamique de Shimport, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Karine Barclay et moi-même, donc, nous avons joint nos forces dans le cadre de cet événement pour réellement favoriser et dynamiser l'apport et la connaissance et la vulgarisation quelque part du Made in France, d'accord, mais aussi du Made in Africa, parce que ce sont des réalités qui existent et qu'il est important de donner une visibilité à ce genre de production. Combien de commentaires, Michel Echepambou, sur cette offensive des entrepreneurs non chinois, non asiatiques, européens et africains vers le marché chinois? Oui, Francis, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle dans la mesure où l'Afrique, qui est considérée comme une frontière de potentialité ou de possible, aujourd'hui montre que les Africains, en tant qu'entrepreneurs, se sont adaptés à la nouvelle donne qui est celle de la mondialisation. Et dans cette mondialisation, d'une certaine manière, il y a un pays qui est la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine est présente en Afrique et que les Africains, en retour, veulent bien entendu être présents sur le marché chinois. Bien. Être présent sur le marché chinois, cela implique en effet la connaissance à la fois des us et coutumes, c'est vrai, mais des normes, puisque nous sommes là dans un champ d'investigation relatif à la production, à l'investissement, de ce que les Chinois attendent. Bien. Madame dit effectivement que il y a en effet des produits de qualité africains. C'est vrai, mais encore faut-il que ces produits de qualité soient connus en effet à la fois déjà en Afrique et deuxièmement soient connus et fassent l'objet, si vous voulez, d'une politique de marketing et d'une politique de communication globale. Le marché chinois est un marché difficile.
Il est difficile, pas simplement pour les produits africains, mais il est aussi difficile pour les Occidentaux. Tout à fait. Bien, qui eux, les premiers, ont essayé effectivement de pénétrer ce marché. Bien, les Africains, et c'est bien, et ainsi je crois qu'il faut applaudir ces Africains qui sont des pionniers, qui essaient de pénétrer ce marché, qui est un marché important, mais encore faut-il qu'il y ait une publication qui soit faite, il y ait une politique de communication autour de ces projets pour qu'il y ait un accompagnement. Très bien, merci Lucien Pambou. On va marquer une pause à nouveau. Retour du grand débat dans 2 minutes avec notre invité Delali Apedo, responsable adjointe du comité de promotion Chimport en France. À tout de suite. Jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Les entrepreneurs à la conquête du marché chinois. Nous en parlons avec notre invité Delali Apedo, responsable adjointe du comité de promotion Chimport en France. Chimport en France, ce sera donc en septembre prochain. Rappelez-moi le nom de la ville parce que c'est difficile en français. Ça sera à Guangzhou, donc à Canton. C'est à Canton, c'est à Canton. Voilà. Voilà. Alors, Lucien évoquait donc à présent les initiatives prises notamment par les Africains, etc. Quels sont les Africains que vous attendez notamment pour cette manifestation? Est-ce qu'ils ont été identifiés déjà et également les Français, hein, puisque on disait tout à l'heure que l'année dernière pour la précédente édition, les grands absents étaient quand même les Français et les Africains. On a essayé de comprendre pourquoi. Est-ce que cette année vous avez plus comment vous êtes vous pensez que les Africains et les Français seront plus présents? Alors, on travaille pour, en tout cas, de toute façon, et on a pas mal d'entreprises déjà intéressées qui ont réellement manifesté leur vif intérêt et sont dans la démarche de venir en septembre. On a différents secteurs. On a le secteur de l'agroalimentaire, comme je l'avais dit tout à l'heure, et des chocolatiers. On a également le secteur du cosmétique. Et globalement, ce sont les 2 grands secteurs qu'on a, et la mode et le design également, qui sont les premiers secteurs qui se sont bougés à nos côtés. Alors les acteurs donc qui portent ces produits-là, ils viennent de quel pays? Alors, on a ceux de la France, bien sûr, et on a ceux qui sont assez rapides aujourd'hui, sont issus de la Côte d'Ivoire. Voilà, au niveau de l'Afrique, ils sont issus de la Côte d'Ivoire. On a certainement c'est encore un peu court, hein. Voilà, on a certainement 2 acteurs qui vont nous suivre très bientôt du Nigeria et du Cameroun. Voilà, pour ce qui est du court terme, voilà comment ça se passe. Bon, il faut avouer aussi qu'on a grâce à nos relais sur place, nos représentants sur place, on a également une dynamique qui est en train de se faire dans d'autres pays comme le Sénégal, le Kenya, le Tchad et le Congo RDC. En fait, vous essayez de convaincre ces entrepreneurs d'y aller. C'est un peu ça que vous faites aussi, hein. Alors, ils viennent pas spontanément. Convaincre, c'est-à-dire que il faut savoir, comme l'a dit Monsieur Pambou tout à l'heure. Voilà, il faut savoir, comme l'a dit Monsieur Lucien Pambou tout à l'heure, pour eux, déjà. De point de vue général, ça n'existe pas. La Chine qui veut acheter, ça n'existe pas. L'Asie qui veut acheter, ça n'existe pas. Donc, on se dit bon, je n'ai pas envie de me casser les dents, je ne parle pas forcément la langue, je peux y aller, mais c'est parce que eux ils vont vouloir me vendre quelque chose. Moi, j'ai pas envie forcément d'acheter. Et nous, déjà, on travaille activement sur le terrain pour porter à leur connaissance non seulement l'initiative qui existe, mais aussi le fait que non seulement on les aide à rencontrer sur place des importateurs et on dynamise le marketing de leurs produits pendant toute une année à travers un site web quand même dédié et en langue chinoise, ce qui n'est pas rien. Sachant que derrière, ils vont également recevoir à chaque fois les coordonnées. Une fois même qu'ils seront passés en septembre et qu'ils seront repartis, ils vont également recevoir les coordonnées de tous les autres importateurs qui n'ont pas pu encore rencontrer et qu'on aura quand même contacté au fur et à mesure de l'année qui avance en leur nom. Donc ce n'est pas rien. C'est vraiment du clé en main où on les accompagne, on fait le matching et on les aide même en négociation commerciale sur place. Parce que ce que vous dites finalement, et bon, je vous pose la question, mais je demanderai également l'avis de Lucien Pambou. Ça renvoie évidemment à une question beaucoup plus large. C'est la capacité aujourd'hui des Africains à négocier leurs intérêts dans ce schéma de coopération donc qui est établi depuis quelques années entre le continent africain et les Chinois. Parce que le risque en fait, c'est de voir les Africains une fois de plus reproduire ce comportement qu'ils ont eu pendant très longtemps vis-à-vis de l'Occident, c'est-à-dire se comporter davantage comme des consommateurs, des acheteurs, plutôt que comme des producteurs et des producteurs de produits et des vendeurs de produits en fait. Bon, là l'événement accueille des produits finis. D'accord. Non, mais le risque, c'est que ça soit perçu comme un événement marginal par rapport au contexte global.
par rapport au comportement global que les Africains aujourd'hui adoptent vis-à-vis de la Chine. On parle de coopération win-win, hein, c'est ce qu'on dit, c'est un peu le mot à la mode, un gagnant-gagnant. On a l'impression qu'aujourd'hui, voilà, les Chinois savent très bien quel est leur programme, je dirais, de coopération vis-à-vis de l'Afrique. On distingue encore très mal, je dirais, le champ de négociation, le champ d'intervention des Africains dans cette coopération. D'accord. Pour ce qui est, moi, là, dans ce cadre de notre discussion, je distingue à chaque fois tout ce qui relève des relations investissement, d'accord, et ce qui relève de la relation achat. D'accord. Pur. Alors moi, pour parler de la relation achat pure, il y a, comme je disais tout à l'heure, la mise en place de l'information, et derrière, qui dit informer dit également éduquer. Et qui dit éduquer dit également aider finalement à transformer les mentalités. Comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui ont investi et quoi qu'on dise, les entrepreneurs investissent, ils transforment, même s'ils n'arrivent pas totalement à transformer sur place tout en Afrique. Voilà, la mondialisation est quand même là. On a quand même été des peuplades issues de différentes contrées et beaucoup ont également une double nationalité occidentale. Voilà, on fait semi-transformer quelque part d'autres, s'il le faut, et quand même on y met la couleur du pays d'origine ou de l'Afrique. Donc, il faut pas croire que les Africains sont limités uniquement en termes de production à leur territoire d'origine. Vraiment, le monde est à leurs pieds, ils l'ont bien compris, et ils le prennent en chasse dans ce sens-là. Alors vous faites la promotion du Made in Africa et du Made in France, les deux à la fois. Est-ce qu'il y a une compatibilité, est-ce qu'il y a une solidarité objective aujourd'hui entre les produits français et les produits africains? Waouh, une solidarité, je ne vois pas en quoi. Vous faites les deux, donc je me demande, est-ce que voilà, comment fonctionne ce double mouvement du Made in Africa et du Made in France? Alors nous faisons les deux parce que les deux relatent notre histoire, tout simplement. Nous sommes un groupe de femmes, nous sommes deux femmes notamment afro-caribéennes et africaines. Donc c'est une démarche de la diaspora. Voilà, donc, complètement. Et ça relève de notre histoire. Et nous n'y voyons aucune incompatibilité dans la mesure où beaucoup d'entrepreneurs africains font du Made in France, n'est-ce pas? Et que également beaucoup d'entrepreneurs français font aussi du Made in Africa. Alors les deux sont les bienvenus. La réponse est effectivement complète. Lucien Pambou? Oui, Francis, je suis complètement satisfait et heureux. Et séduit apparemment. Et séduit. Je vois ça dans votre regard. Ouais. Mais oui, mais pourquoi? Parce que Madame Adepo et vous-même, Francis. Apédo. Oui, Madame Adepo. Hein? Apédo, Pardon, oui. Apédo reprend exactement ce que je propose dans mon livre. Effectivement, elle ne l'a pas lu. Mais elle le fait de manière très pragmatique, Madame, merci. De façon très, très pragmatique. Alors, je vais aller à l'essentiel. Merci Francis, parce que souvent, quand on parle des relations entre l'Afrique et l'Afrique et la Chine, on dit en fait, nous, Africains, nous sommes des sujets passifs, nous recevons tout, effectivement, de la Chine. Merci Madame Apédo de montrer que de façon pragmatique, en effet, que nous, Africains, nous pouvons proposer effectivement des choses, et vous le faites bien. C'est ce que je fais de façon très théorique dans mon ouvrage, qui est sorti là chez l'Harmattan, et qui trouve une résonance très pratique chez vous. En effet, les Africains ne s'en sortiront que dans la domestication des rapports avec un partenaire qui est devenu important en Afrique, c'est le partenaire chinois. Vous avez raison, madame, de dire, en effet, que même si les choses, du point de vue africain, ne touchent pas à l'excellence, il faut essayer, il faut commencer, il faut avancer. Je crois que cette attitude qui est la vôtre, c'est une attitude qu'il faut saluer. C'est l'attitude qui a été à un autre niveau, sans introduire les rapports entre Chine et Afrique, des Mama Bens au Togo. C'est ce rapport-là des femmes entreprenantes. Et je dis toujours, mais sans vraiment forfanterie, dire que souvent en Afrique, vous êtes une femme, c'est une évidence, je le sais, ce sont les femmes qui vont sortir ce continent-là, le nôtre, le continent africain,
qui est en fait tourné autour de ce que j'appellerais que des affaires politiques, de la gouvernance des institutions et qui délaisse l'économie. Et les femmes, en effet, ont compris que si peut-être la politique peut jouer un rôle important, mais les affaires économiques sont importantes. Et du point de vue de la Chine, et madame, vous avez parfaitement raison, mais je vous salue 1000 fois avec l'organisation que vous incarnez, à savoir que, quelles que soient les difficultés, on avance. Eh ben, dis donc, Delali Apédo, vous avez bien fait de venir, hein. Voilà. C'est un hommage, hein, qui vous a été rendu, là. Alors, revenons à des choses peut-être, moins poétiques que, C'est la réalité. Non, C'est la réalité ça compte française. énormément. C'est la réalité. Ça compte énormément. Oui, mais c'est la réalité. Mais vous le dites très bien, en plus. Donc, alors, Delali Apédo, alors, vous avez certainement étudié, hein, comment ont évolué les habitudes de consommation des Chinois ces dernières années. On en parlait au début de l'émission. Alors, on parle d'un marché encore peu stable, hein, qui est encore en train de construire ses habitudes. Alors, selon Monsieur Elan Shu, hein, peut-être que vous connaissez, hein, c'est un économiste chinois, c'est le directeur général de Ruder Fin Chine, qui dit les acheteurs chinois ne sont plus fidèles, ils suivent les marques et les tendances en précisant ce dont ils ont besoin. Et on note aussi que certains consommateurs se montrent de plus en plus exigeants et plus sophistiqués vis-à-vis des produits importés. En conclusion, dit Monsieur Lanchou, difficile de fidéliser ces consommateurs et d'avoir la certitude de pouvoir pérenniser ses ventes dans ce pays. Bref, est-ce que aujourd'hui le consommateur chinois est un consommateur comme les autres? Moi, j'ai envie de vous dire oui. C'est un consommateur exactement comme les autres. Nous sommes tous avec nos exigences. On a Internet aujourd'hui. D'accord. Si on a, comme ça s'est passé justement récemment en Chine, des problèmes au niveau des produits infantiles et qu'on est réduit à genre 8 boîtes de lait par jour et encore, on n'est pas sûr de la qualité de la boîte de lait, plutôt que de perdre son enfant, ce qui n'a pas de prix, on préfère aller acheter loin, ailleurs, sans se déplacer de chez soi sur Internet, de une marque française ou une marque ailleurs, parce que là, on a moins de questions à se poser. Et là, ce n'est pas 8 boîtes qu'on va acheter, c'est le nombre qu'il faut parce que l'enfant doit vivre et vivre en bonne santé. Par exemple, quand ça touche à la vie et au cœur et à l'affectif familial, il n'y a pas de concession de fait. On est exigeant, on veut le meilleur pour soi, pour sa famille, et donc forcément, on va là où les meilleurs se trouvent. Et quelque part, c'est parce que justement, en Chine, on l'a bien compris, que toute cette dynamique qui a été impulsée par Monsieur Stephen Hu, dont nous faisons partie au niveau de son équipe, a trouvé également écho au niveau du gouvernement, parce que plutôt que tout le flux financier aille via Internet vers d'autres pays, autant faire venir tous ces vendeurs, quelque part, ces entrepreneurs étrangers, qui viennent sur place et qu'il y ait réellement quelque part un partenariat gagnant-gagnant où les importateurs auront du coup les mêmes produits finalement à pouvoir proposer à leurs consommateurs sur place. Ouais. Alors, au-delà de la Chine, évidemment, c'est tout le marché d'Asie du Sud-Est qui intéresse quand même ces entrepreneurs dont nous parlons. Est-ce que ces pays aujourd'hui sont devenus, je dirais, l'avenir du commerce mondial? Quand on voit leur dynamique économique, on peut difficilement dire non. C'est évident. Ils sont tous, pour la plupart, en moyenne, quand même à plus de 6%. De croissance économique. La plupart se sont ouverts beaucoup au tourisme. Donc, qui dit tourisme dit également consommation. Et qui dit tourisme dit consommation, mais dit aussi champ ouvert à de la créativité. Finalement, on a notre spécificité certainement asiatique, mais parce qu'on veut attirer des touristes, quelque part, c'est un échange qui se fait parce qu'on a envie de leur plaire. Comment pouvoir vous plaire et vous attirer chez nous si on n'a pas quelque chose chez nous qui vous permet de vous retrouver vous-même aussi un peu en nous. C'est complètement, l'inverse serait difficile. Donc, à la fois, on a notre spécificité, mais également, venez également avec vos produits, essayez de les rendre également en couleur locale. Ça va faire notre spécificité à nous, combler avec ce que nous avons vraiment de nature et d'origine à vous proposer, et ensemble, on va pouvoir vivre des choses, finalement, des échanges communs. Voilà comment la dynamique est en train de se profiler. On vous entend bien de la vie à pédo, hein, vous écoutez évidemment, on comprend de plus en plus, hein, et en tout cas, vos propos confirment une chose, c'est que la Chine est au fond un pays comme les autres, tout simplement, un pays ordinaire, et c'est très bien ici. On marque des pauses dans cette émission, retour pour les conclusions dans 2 minutes, à tout de suite.
Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Les entrepreneurs européens et africains, notamment à la conquête du marché chinois. Nous en parlons avec notre invité, Delali Apedo, responsable adjointe du comité de promotion Chimport en France. Rappelez-nous donc que Chimport, ce sera donc en septembre prochain à Canton. Hein. Voilà, donc grande manifestation, grande rencontre, surtout rencontre internationale professionnelle du commerce en tout cas. Alors, à vous écouter, on a aussi l'impression que finalement, voilà, la Chine, évidemment, on parle beaucoup de la Chine, je le disais au début de l'émission, qui depuis quelques années donc fait cette offensive massive comme ça, commerciale et autres d'ailleurs, le continent africain et aussi en Europe. On voit aujourd'hui l'intervention de la Chine dans des pays comme la Grèce par exemple, la Chine qui propose évidemment d'aider l'Europe à s'en sortir, dans l'Europe qui est dans une situation évidemment dans un marasme, celui qu'on connaît. Et à vous écouter, l'impression que finalement c'est la Chine aujourd'hui aussi qui devient le grand ordonnateur finalement, je dirais, des échanges, parce que c'est elle finalement qui stimule finalement les entrepreneurs extérieurs à venir vendre leurs produits sur son territoire, comme si en fait c'était la Chine qui était à l'initiative au départ pour ses propres intérêts et qui est à nouveau à l'initiative pour amener les autres à venir chez elle. C'est très curieux quand même. Elle est observateur aussi de son environnement. Oui. Elle sait très bien que dans la poursuite de ces échanges, il est impossible pour elle de fermer ses frontières. Il y a longtemps de toute façon que l'ouverture a été faite à ce niveau-là. Les exigences mutuelles entre les différents protagonistes sont également connus. Donc, comment poursuivre ce genre d'échange de façon sereine de part et d'autre, évidemment en sachant prendre le devant. En fait, ce que vous dites vous, donc aux entrepreneurs, c'est vous leur dites finalement n'ayez pas peur de la Chine, quoi, c'est ça? Ah non, mais non seulement n'ayez pas peur, mais en plus il y a un événement qui est mis en place pour vous aider pendant toute une année. On vous tient la main pratiquement et on vous dit voilà, non seulement on va parler de vous, on va vous aider à vous faire connaître. C'est ça que je trouve un peu curieux, parce que vous dites on vous prend pas la main, on va vous aider, en général un entrepreneur on le prend pas par la main, il fonce quoi. Non, il fonce dans un domaine qu'il connaît. D'accord. Le mérite de l'entrepreneur, c'est justement de prendre des risques, c'est pas de se faire porter, de se faire prendre par la main. On est tous des humains. L'entrepreneur, il prend des risques mesurés. L'entrepreneur, il prend des risques parce que on le sait tous. Avoir une entreprise, c'est d'abord pour pouvoir en vivre et pas pour couler à pic comme le Titanic. Donc forcément, on prend des risques mais mesurés. Et aujourd'hui, la Chine et l'Asie veulent paraître être ce qu'ils sont, des risques mesurés. On a des différences de culture, on a des différences de langue. Tout ça qui pouvait paraître comme étant des barrières sont finalement, on va dire, palliés et suppléés par différents appareils mis en place pour faciliter l'accès à ces marchés. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, je dirais, de se soumettre finalement à une forme de planification très chinoise, finalement, parce que comme vous disiez tout à l'heure, c'est quand même encore l'État chinois qui régit tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de tomber dans une forme de planification avec à terme finalement des limitations qui seraient imposées donc aux importations, des normes qui seraient également imposées aux importateurs, c'est-à-dire la Chine maître du jeu d'un bout à l'autre, quoi. Non. En fait, aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous savez, mais déjà l'année dernière, il a été mis en place une harmonisation de la coopération franco-chinoise vis-à-vis de l'Afrique, par exemple. Donc les modèles s'harmonise de plus en plus. Il y a tout un travail qui est fait là-dessus. Vous êtes bien optimiste, parce qu'au niveau de l'organisation du commerce mondial, l'OMC, il y a quand même beaucoup de polémiques, il y a beaucoup de tensions quand même. Les choses sont beaucoup moins simples. Et même en Europe ici, il y a beaucoup de gens évidemment qui demandent évidemment qu'on ferme un peu plus la porte aux produits chinois. Vous savez bien qu'il y a ce courant également qui s'exprime en Europe. Oui. Là, du côté dans le sens où de la Chine qui vend, c'est sûr qu'il y a tout un ensemble de craintes et qui d'ailleurs sont souvent justifiées, et c'est pour ça aussi qu'il y a, comme je le disais, tout un travail d'harmonisation des modèles de coopération qui sont mis en place. Donc ce n'est plus aujourd'hui uniquement la France qui aura eu uniquement son modèle ou la Chine qui aura eu uniquement son modèle et uniquement l'Afrique, elle, dans son côté un peu, on va dire, avec des relations que unilatérales. On attend le modèle africain, quoi. Non, ça va être plus une harmonisation et quelque part, au fur et à mesure, on l'espère. Ce sera difficile de toute façon d'arrêter la machine. Elle est lancée. Elle est lancée. Et voilà. Michel Pambou, alors évidemment, on salue l'initiative de Delali Apedo qui expose très très bien, je dirais, le schéma de son travail, mais c'est vrai que on a l'impression quand même aussi en l'écoutant que voilà, c'est un peu la mondialisation heureuse, quoi. Et la mondialisation est au cœur quand même de votre dernier ouvrage, mon cher. Oui, elle est pas si heureuse que ça, Francis. D'ailleurs, dans mon ouvrage, je mets
un certain nombre de restrictions. Derrière cette mondialisation qui est ouverte, que d'aucuns pensent heureuse, en fait, les États ont compris deux choses. Derrière la mondialisation, il faut mettre en place des systèmes de bilatéralisation, c'est-à-dire des accords de coopération, soit entre des pays entre eux ou entre des pays et des groupes de pays. Là, on va avoir des accords en fait de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne. La Chine elle-même, puisqu'on en parle, a signé des accords en fait de libre-échange entre la Chine, les États-Unis, la Chine, les États-Unis, et aussi avec l'Europe et le Chili. Bien, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que la mondialisation est un vaste forum. La multilatérisation est un vaste forum. L'OMC, qui est le protocolaire de la mondialisation, on n'arrive pas à s'entendre. Donc, que font les pays? Les pays disent il faut qu'on passe à un niveau infra, c'est-à-dire à un niveau inférieur, qui nous permet de négocier sur les investissements, sur les normes, sur les tarifs douaniers, sur les barrières, etc. Et c'est ce que font les pays aujourd'hui pour éviter la cacophonie, parce que au sein de l'OMC, il y a 154 pays, effectivement, qui peuvent pas s'entendre, parce que sur les 154 pays, chaque pays a une voix, il faut voter, donc c'est difficile. Et donc, des pays comme la Chine a parfaitement compris, en effet, qu'il faut négocier, en effet, avec soit des pays de façon bilatérale, soit avec des groupes de pays. Et donc, ceci est important pour dire quoi? Pour dire simplement que la mondialisation telle qu'elle nous a été vendue, en fait, est une fausse mondialisation. La véritable mondialisation, en fait, c'est une bilatéralisation. C'est-à-dire que derrière le monde multipolaire, des États essaient de s'entendre avec d'autres ou avec un groupe de pays pour essayer effectivement de faire du commerce. Il faut pas que les pays africains se fassent avoir. Il faut pas qu'ils se fassent avoir dans les accords de partenariat. Il faut pas qu'ils se fassent avoir par la lumière bleue et belle de la mondialisation, dans laquelle ils seraient perdants. Le gros problème, c'est qu'au niveau de l'Union africaine, effectivement, on a très peu d'entente vis-à-vis de la Chine. Et la Chine a parfaitement compris. Et elle traite, en effet, de manière théorique, le continent africain comme un simple continent, un seul continent, un bloc, mais de manière pragmatique, comme 54 États. Pour aller de l'Union africaine, évidemment, je ne résiste pas, évidemment, à signaler et à souligner, à rappeler quand même que le nouveau siège de l'Union africaine à Addis Abeba a été construit par les Chinois. Et oui, un symbole controversé. Exactement. Delali Apedo, on peut retrouver sur notre page Facebook toutes les informations sur cette manifestation. Je disais salon, mais le mot est impropre. C'est sur notre page Facebook, facebook.com/le grand débat. Donc, c'est du 23-28 septembre prochain, donc à Canton. Et rappelez-nous encore en quoi, dans cette manifestation, Chimport peut faciliter l'accès au marché chinois des produits européens, africains notamment. Alors, c'est toute une dynamique donc de commercialisation et de marketing avec à la fois une dynamique donc de site web dédié en langue chinoise qui est quand même visible sur toute l'année, des promotions actives également, des SMS, des NNS envoyés chaque jour aux importateurs, tant ceux qui sont présents et qui vont venir rencontrer les importateurs sur place en septembre, que ceux qui seront contactés après septembre également, et dont les coordonnées seront toujours tout au long de l'année donc données et transmises aux exportateurs, aux entrepreneurs qui seront venus pour vendre leurs produits. Également, pour le signaler, il y a tout un groupe évidemment de juristes d'affaires qui sont là pour et de négociants en affaires qui seront là pour faciliter la tâche à nos entrepreneurs qui seront arrivés sur place. Parmi eux, bien sûr, tout autant que l'Occident est ouvert au monde, parmi eux, bien sûr, il y a aussi des nationaux, mais d'origine africaine, et qui sont juristes et qui sont professionnels dans leur domaine. Des nationaux de
des nationaux asiatiques, des nationaux asiatiques, mais d'origine africaine, qui ont donc également cette casse-tête où ils sont là vraiment pour aider de façon gagnant-gagnante les deux protagonistes, à la fois l'importateur et l'entrepreneur issu de l'Afrique ou même issu de la France, parce que voilà, il y a aussi des juristes sur place, mais français qui vont travailler. Donc vous tirez profit fortement des vertus particulières de la diaspora, y compris de la diaspora africaine en Asie. Ah mais complètement, et toutes les forces sont jointes ensemble en fait pour que tout le monde s'y retrouve, et la Chine est partie prenante à tout cet événement. Donc quand on vous comprend, il y a donc un suivi donc après cette manifestation. Complètement. Un suivi de ceux qui seront présents. Voilà, donc c'est une affaire, c'est une entreprise donc qui s'installe dans la durée en quelque sorte. Voilà, tout à fait. C'est pas juste, je dirais, une manifestation et puis le lendemain on se sépare. C'est pas un colloque, comme on le connaît, évidemment avec les conclusions connues d'avance. Voilà, non. C'est réellement, je veux dire, une action sur le long terme. C'est du pragmatisme et de la vente et de l'achat. Voilà. Delaïa Pédo, merci d'être venu. Merci infiniment. Vous êtes responsable adjointe du comité de promotion Chimport en France, Chimport dont on peut retrouver donc, je rappelle, toutes les informations sur facebook.com/le grand débat. Je voulais terminer cette émission avec une note un peu triste, une pensée pour Jean-Paul Ngoupandé, ancien Premier ministre centrafricain, qui nous a quittés, décédé le 4 mai dernier. Et la levée de corps, c'est demain à Paris. Voilà, des hommes qui ont cru évidemment en la Centrafrique, qui ont fait ce qu'ils ont pu et qui ont été broyés par l'ancien régime, le régime de François Bozizé. Il nous a quitté, Jean-Paul Ngoupandé, que son âme repose en paix, comme l'on dit. Merci Lucien Pambou d'être venu. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La mondialisation, une chance pour l'Afrique, avec point d'interrogation les Afriques noires, d'Afrique francophone, de l'Ouest et du Centre. Sujet d'hier, acteur de demain aux éditions L'Harmattan. Merci à Stéphanie Hartmann et à Jérémy Gibis-Boucher, l'équipe du Grand Débat. Bonne soirée à toutes et à tous et portez-vous bien. Africa numéro 1, le Grand Débat.